Merci d'être connecté avec nous. Nous allons donc entamer cette troisième table ronde des internationales de Dijon, table ronde qui sera consacrée à l'Algérie. Mais avant d'aborder le thème de l'Algérie, j'aimerais pour quelques secondes passer la parole à Jean-Pierre Filu, qui est un de nos intervenants, mais qui voudrait nous faire part d'un message qu'il a demandé. Voilà, alors merci cher Didier, merci à l'IRIS. Ce sera très court. En ce 5 juin, cela fait 2 ans que notre collègue et ami Fariba Adelkha s'est vu privé de sa liberté par les autorités iraniennes. Ce matin, la mairie de Paris-Centre a déployé une banderole de solidarité et on voulait avoir une pensée pour elle là-bas, une pensée très chaleureuse et très solidaire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Tu as bien raison. Il faut penser à notre amie. Pour la plupart d'entre nous, nous la connaissons bien, qui, pour les raisons qu'on connaît, retenue contre son gré en Iran. Alors, nous allons parler de l'Algérie cet après-midi, ce début d'après-midi. Ce pays, tout le monde s'en souvient, a durant des semaines mobilisé l'attention politique et médiatique, non seulement en France, mais à travers le monde, entre les mois de février 2019 et mars 2020. Ce fameux Irak, puisque tel est son nom, pendant 56 semaines, a en effet contribué probablement à ébranler la scène politique en précipitant notamment la fin de règne d'Abdelaziz Bouteflika après 20 ans, presque jour pour jour, de présidence de l'Algérie pour ce Bouteflika. Même si on se souvient que les dernières années de règne de Bouteflika relevaient plus du virtuel que du réel. Ces 56 semaines de contestation ont bien sûr eu un caractère très inédit, massif, créatif, opiniâtre aussi, qui a interpellé, qui a suscité beaucoup de débats, de réflexions, de commentaires, de réunions, de symposiums, de colloques, etc. Et nous savons que, probablement malheureusement pour le pire, cette pandémie qui a touché le monde entier n'a pas fait exception et a stoppé net, apparemment en tout cas, ce mouvement de contestation, comme d'ailleurs dans d'autres pays de la région et à l'international. Alors, une des questions qu'il faudra se poser d'ailleurs, c'est si ce cycle de manifestations qui a pris fin avec le début de la pandémie n'a-t-il pas pris d'autres formes, moins visibles, mais qui se sont poursuivies dans le temps. Et peut-être une des preuves que l'on peut trouver, c'est que au cours des dernières semaines, il y a eu une résurgence de mouvements de manifestation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les rendez-vous électoraux qui ont été organisés par le pouvoir, pour mémoire, je rappelle, élection présidentielle en décembre 2019, avec l'élection de l'actuel président Tebboune, avec un taux de participation de moins de 40%. Puis, quelques mois plus tard, c'était au mois de novembre 2020, le référendum constitutionnel, avec un taux de participation de moins de 24%, n'a pas permis de réactiver la confiance populaire, citoyenne, à l'égard du système, qui pourtant avait mis en œuvre ces processus électoraux justement pour tenter de juguler ce mouvement de contestation. Donc, c'est une question qu'il va falloir se poser, d'autant qu'aujourd'hui, nous sommes à une semaine d'un nouveau scrutin législatif cette fois-ci, dont nous intervenants commenterons sûrement et analyserons le déroulé, tout en comprenant qu'il y a pour le moins une très très faible mobilisation à cet égard. On a l'impression, mais c'est sûrement plus qu'une impression, qu'il y a une sorte de dérèglement général de la société, de l'ensemble des services, qu'ils soient publics ou privés en Algérie, qui a définitivement convaincu les Algériens de l'incompétence et de peut-être l'aspect non réformable de ce régime. Et quelque part, le Hirak a fait les frais de cette situation parce qu'il a été coincé entre plusieurs paramètres, notamment le commandement militaire qui a définitivement et totalement ignoré ses exigences, ses revendications, ses demandes, un président nouvellement élu qui a été totalement incapable
de réorganiser en quelque manière que ce soit les règles de fonctionnement de l'espace public et politique. Et puis, et les résultats que je rappelais très brièvement, une population algérienne qui semble largement désabusée de ces rendez-vous institutionnels électoraux. Je crois que ce Irak, et j'aimerais qu'on s'en entretienne, se trouve lui aussi dans une apparente impasse parce qu'il avait mis comme préalable à toute participation à l'espace politique la refonte des institutions. Et que comme ces institutions ne se sont pas modifiées, ne se sont pas réformées, il y a là une contradiction majeure. En fait, ce qui est posé, et ce n'est pas un moindre problème, c'est même une question un peu abyssale, c'est quel contenu donner à la citoyenneté dans ce pays. Quelle voie trouver entre une voie révolutionnaire qui serait la mise à bas du système dans son entier, c'était une des revendications, un des mots d'ordre qui était avancé, et l'impossibilité en réalité d'une démocratisation du régime par une très, très, très hypothétique nouvelle génération de militaires qui seraient éclairés. On a entendu cette thèse qui, pour ma part, ne m'a jamais véritablement convaincu. Alors, bien évidemment, ces questions, elles ne sont pas du tout exhaustives, sont particulièrement cruciales à une semaine de ce rendez-vous électoral législatif le 12 juin prochain. Pour ce faire et pour aborder ces questions, je tiens vraiment à remercier nos 4 intervenants qui nous ont fait l'amitié d'accepter notre invitation. Donc, par ordre alphabétique, nous avons notre ami Akram Belkaïd, qui est journaliste au monde diplomatique notamment, mais qui est aussi, j'ai fait le compte, depuis 16 ans maintenant, chroniqueur au quotidien d'Oran avec sa fameuse chronique du Blédard. Il y a aussi la chronique de l'économie. Et Akram, par ailleurs, est auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, il tombe à point nommé, s'appelait L'Algérie en 100 questions, un pays empêché. Il est paru en 2020 aux éditions Talendier. Sophie Bessis, qui est historienne, qui est à la fois spécialiste reconnue du Maghreb, mais aussi des questions africaines et des questions des relations nord-sud, qui a dans sa vie occupé à de multiples reprises des postes de direction dans des magazines Jeune Afrique, Le Courrier de l'UNESCO, pour ne citer que, qui a aussi une expérience d'enseignement à l'INALCO, à Paris 1, mais aussi à l'IRISUD d'ailleurs. Sophie a aussi écrit de très nombreux ouvrages traitant entre autres des questions de développement du Maghreb, et je ne peux que conseiller parmi ces derniers ouvrages une histoire de la Tunisie, je crois qu'il fait référence, l'histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, qui est paru en 2019 chez Taillandier aussi, et puis surtout, alors là c'est beaucoup plus récent, cette magnifique lettre à Hannah Arendt, Je vous écris d'une autre rive, qui est sortie il y a quelques semaines, je crois au mois de mars. Jean-Pierre Filiu, qui est historien, arabisant, professeur à des universités à Sciences Po, évidemment spécialiste non seulement du Maghreb, mais de la totalité de la région Moyen-Orient et des mondes arabes, qui a été lui aussi enseignant outre Sciences Po à l'étranger, aux États-Unis particulièrement, à Columbia, Georgetown, qui anime un blog régulier sur le site du Monde qui s'appelle Un si Proche-Orient, qui est souvent une mine d'informations et d'analyses sur les évolutions de la région. Et Jean-Pierre, lui aussi, est un auteur prolixe. Il a sorti de très nombreux ouvrages, largement traduits dans une quinzaine de langues. Et au titre des derniers ouvrages, je ne vais pas les citer tous, mais 2 d'entre eux sont particulièrement importants pour la réunion de cet après-midi. C'est celui qui s'intitule Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, qui est paru à la découverte en 2018. Et puis Algérie, la nouvelle indépendance, lui paru en 2019 au Seuil. Enfin, Luis Martinez, qui est politiste, qui est directeur de recherche au Centre de recherche internationale, d'études et de recherche internationale de Sciences Po, qui est spécialiste du Maghreb, qui lui aussi a enseigné non seulement aux États-Unis, au Canada, mais aussi notamment au Maroc, sur les questions liées à la violence politique, à l'islamisme, au djihadisme, et qui lui aussi est auteur, outre de nombreux articles, de nombreux ouvrages, dont je ne citerai qu'un des derniers, L'Afrique du Nord après les révoltes arabes, et qui est paru aux presses de Sciences Po
en 2019. Donc, chers amis, un grand merci d'être parmi nous. J'aimerais commencer par une question à Jean-Pierre Filiu, pour qu'il nous fasse un rappel très bref et le plus concis possible, donc à grands traits, du processus que je n'ai pris la peine que d'évoquer, de ce mouvement de contestation entre février 19 et mars 2020, et puis aussi comment, selon lui, en quoi, selon lui, ce processus de contestation en Algérie s'inscrivait-il ou s'inscrit-il, parce que je crois que la contestation n'est pas terminée, bien loin de là, dans l'onde de choc politique qui traverse toute la région depuis maintenant 10 ans, depuis 2011. Et en quoi la situation politique en Algérie a-t-elle été modifiée par ce mouvement nommé le Hirak? Alors, merci beaucoup. Donc, effectivement, hein, merci aussi de ne pas avoir parlé de printemps arabe. Moi, personnellement, c'est un terme que j'essaye d'éviter. Je parle soit de vague révolutionnaire, soit de soulèvement démocratique, donc depuis 2011, en considérant que c'est une vague de longue durée d'un système structurellement à bout de souffle à l'échelle de la région. Cela dit, si on parle de l'Algérie, il faut évidemment rappeler que si la première vague de démocratisation, et qui a été elle aussi contrée avec une extrême violence, elle date de la fin des années 80, et on y retrouve d'ailleurs un pays qui fait peu parler de lui, même si l'expérience en cours y est tout à fait sympathique, voire prometteuse, c'est le Soudan, où là aussi, de 1985 à 1989, il y avait eu un printemps de Khartoum, une première expérience démocratique, qui s'était achevé dans le putsch du général Béchir, qui lui a été renversé sous pression de la population en 2019, avec ce qu'on pourrait donc appeler cette troisième vague, hein, donc une première vague fin des années 80, qui correspond à l'expérience de démocratisation, en tout cas de pluralisme en Algérie, expérience qui est brisée par le putsch qui renverse le président Chadli Benjedid en 1992 et le début de ce qu'on a appelé la décennie noire. Donc, ça permet à la fois de mettre tout ça en perspective et de relativiser le caractère pionnier des uns ou des autres, hein, vu que en fonction des différentes périodes, eh bien, on n'a pas les mêmes bons élèves ou les mêmes premiers de la classe, si j'ose parler ainsi, dans la classe révolutionnaire ou démocratique. Ce qui est certain, c'est que dans cette troisième vague, appelons-la ainsi, hein, qui touche, on l'a dit, le Soudan, l'Algérie, mais aussi le Liban et l'Irak, on a une dimension pacifique, une contestation de la société civile, entre autres du fait de l'échec sanglant et du chaos dans lequel ont sombré les pays où la voie armée a été choisie. Je pense évidemment à la Libye voisine, mais aussi au Yémen ou à la Syrie, même si dans tous ces cas, la violence a avant tout été imposée par le régime en place, mais après, voilà, la violence génère sa propre logique. Donc, ce côté pacifiste, il est vraiment une constante qu'on retrouve en Algérie, qui a peut-être pris une dimension encore plus forte en Algérie du fait du traumatisme de la décennie noire et du fait que ce pacifisme a permis en fait de reconstituer une forme d'Algérie par le bas face à la négation de l'Algérie par le haut. Et comme on l'avait vu en Égypte en 2011, le système est prêt à sacrifier sa figure de proue, hein, donc c'était Moubarak remplacé par une junte militaire, le Conseil supérieur des forces armées, et de même qui s'est débarrassé de Bouteflika, qui était devenu trop encombrant. Mais à partir du moment où le système, j'utilise le terme système, bon, système, régime, nizam, c'est parce qu'il est employé par les contestataires, hein, donc c'est en fait le pouvoir en place qu'on pourra effectivement essayer de décrire, mais là j'arrive déjà à la conclusion de cette intervention liminaire. Donc, la hiérarchie militaire, hein, qui était menée par le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, considère qu'à partir du moment où la démission de Bouteflika intervient en avril 2019, eh bien, le Hirak n'a plus de raison d'être. Hein. Donc, on voit à partir de ce moment-là une négation de la légitimité du Hirak
par le régime. Donc, il y aurait eu un Hirak béni qui couvrirait uniquement quelques semaines jusqu'au printemps 2019. Et après, un horrible fruit de manipulation extérieure d'une main de l'étranger où on accuse avec assez de constance la France. Donc, un refus de négocier. Alors, il faut voir, et ça, c'est peut-être une spécificité algérienne dans cette réalité arabe, qu'au sein du Hirak, et j'en terminais là, au printemps 2019, à l'été 2019, un des scénarios qui était envisagé n'était pas celui du dégagisme, tel qu'on a pu souvent caricaturer le Hirak, mais c'était un scénario de transition post-autoritaire de type post-franquiste, de type latino-américain, plutôt d'ailleurs que le système post-communiste qui impliquait un effondrement du régime antérieur. Mais visiblement, ça n'a pas convaincu les tenants du pouvoir qui, eux, ont préféré camper sur le statu quo et dire, bon, bah, maintenant, voilà, on a un nouveau président, on a une nouvelle façade civile, on a une nouvelle constitution, et donc tous ceux qui s'opposent à nous, eh bien, sont de dangereux subversifs, voire pire. Bon, bah, merci d'avoir donné un premier cadre à nos réflexions. Akram, je voudrais avoir ton avis, ton point de vue sur le fait que de nombreux observateurs, la plupart en réalité, ont souligné la formidable créativité du Hirak, son aspect très massif, son aspect résolu. Mais en même temps, cela nous a été souvent présenté comme de manière un peu éthérée. C'est-à-dire qu'on a eu très peu d'informations et d'analyses sur la composition sociale du Irak. Est-ce que toutes les couches de la société étaient touchées ou une partie d'entre elles? Ça, ce serait intéressant que tu puisses peut-être un peu préciser. De la même façon, est-ce que les dynamiques ont été induites au moment de ce mouvement de contestation qui se déclinait par des manifestations, comment cela induisait de nouveaux débats, de nouvelles formes de relations dans les tréfonds de la société algérienne? Ça a été assez peu abordé et je pense que c'est un manque dans les commentaires ou les analyses, en tout cas pour ceux qui ne travaillent pas au quotidien sur les enjeux algériens. Bonjour et merci pour cette invitation à prendre part à ce débat. Merci à l'IRIS. En fait, il est clair que le Hirak a été la convergence de plusieurs, je dirais, dynamiques, de plusieurs colères et de plusieurs revendications. Et que le système Bouteflika était un système finissant, c'était une fin de règne, et comme souvent dans ces cas-là, la machine se désagrège et on assiste à une explosion de revendications et de ras-le-bol. Donc le Hirak a été à la fois un phénomène urbain, et je rappelle que l'Algérie aujourd'hui est essentiellement un pays urbain. Les Algériens vivent essentiellement dans les villes et de moins en moins dans les zones rurales, et donc ce n'était pas une surprise de voir que les grandes manifestations qui ont commencé avant Alger, qui ont commencé au cœur de l'Algérie profonde, notamment à l'Est, et avant la date du 19 février, qui est généralement 19 février 2019, qui est généralement retenue pour donner le point de départ de ce mouvement, on a retrouvé plusieurs Algéries, c'est-à-dire que si on analyse par exemple les compositions des cortèges à Alger jusqu'à l'interruption due à la pandémie du Covid, donc jusqu'au printemps 2020, on se rend compte que même à Alger, le mouvement s'est composé je dirais, de convergence de plusieurs cortèges. Les uns venant de quartiers très populaires, je pense notamment à tout le littoral, la Corniche de Bab el Oued ou du sud d'Alger, de l'Harash, et puis d'autres venant des hauteurs d'Alger où vivent plutôt des classes moyennes. Et donc, c'est ces Algéries-là, c'est ces classes de la société qui se sont retrouvées. On a eu aussi
des espaces de confrontation et de dialogue. Les premiers retours d'expérience qu'on entend aujourd'hui et que beaucoup de gens qui ont participé à ces manifestations dès le début, c'est que des Algéries qui s'ignoraient et qui ne se parlaient pas beaucoup ont, d'une manière ou d'une autre, été mises en relation. On pense notamment à ce qui a pu se passer entre les carrés féministes et celles et ceux qui, au début, voyaient leur présence d'un mauvais œil et qui, finalement, au fil du temps, se sont habitués à cette présence et se sont habitués à aller discuter avec les initiatrices des carrés féministes. Donc, le Hirak est un mouvement, certes horizontal, sans je dirais, sans grand encadrement politique, mais c'est un mouvement qui est national. Et lui nier sa représentativité est l'une des stratégies actuelles aujourd'hui du pouvoir, qui consiste à dire que finalement, maintenant, c'est devenu un mouvement essentiellement urbain, ou alors cantonné à la Kabylie, et que donc il ne saurait aujourd'hui exprimer les revendications des uns et des autres, notamment leur besoin de changement et leur volonté de voir que ce système s'en aille, ou en tous les cas qu'il se réforme. Donc voilà un peu, si vous voulez, la composante, je dirais, une analyse rapide de ce qu'a été cette composante. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est un mouvement qui a puisé ses racines partout en Algérie. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, on se rend compte, puisque nous sommes, et tu l'as dit en début de cette réunion, dans une phase de répression, on se rend compte que les arrestations n'ont pas lieu qu'à Alger, qu'il y a des gens qui sont emprisonnés dans des petites villes moyennes dont on n'entend jamais parler en temps habituel, et on se rend compte qu'à Ain Mouchent, à Mostaganem, à Skikda ou dans la banlieue de Batna, des gens militent, essayent de s'exprimer, de s'organiser, et qu'ils sont arrêtés, ou en tout cas qu'ils sont pris dans la machine et dans la tourmente judiciaire. Donc, pour conclure, aujourd'hui encore, même s'il est réprimé, et on va très certainement en parler, le Hirak garde cette dimension nationale que le pouvoir, que le régime aimerait bien gommer, d'où ces discours sur des risques de sédition en Kabylie, d'où ces discours sur, Jean-Pierre Filiu le disait tout à l'heure, sur la main étrangère. Mais en réalité, la volonté, en tout cas l'expression de demande de changement demeure bien s'étale bien d'est en ouest, et y compris aussi dans une zone dont on ne parle presque jamais, qui est le sud algérien, où là aussi la répression agit pour faire taire toute contestation. Merci. J'aimerais rebondir et poursuivre sur ce que tu viens d'indiquer. Sophie, cela a été dit souvent, il y avait un caractère spontané, impressionnant, une capacité d'auto-organisation dans ce mouvement qui a sûrement fait sa force, sa richesse, mais peut-être aussi quelque part sa limite. Parce qu'il y a une dialectique compliquée qui n'est d'ailleurs pas propre à l'Algérie, qu'on a pu retrouver dans d'autres pays depuis cette vague de contestation dans les mondes arabes, entre une dialectique un peu compliquée entre le spontané, le refus de voir un ou des leaders s'approprier le mouvement, le refus de toute forme de récupération, mais aussi le cruel manque d'organisation politique, et quand je dis organisation politique au pluriel, bien sûr, susceptible de soumettre, de formuler des propositions alternatives. Alors, comment toi vois-tu cette apparente contradiction, ou cette contradiction réelle, qui est peut-être une des limites du mouvement? Et effectivement, merci d'abord à l'Iris et bonjour à tout le monde. En fait, je crois que ce caractère spontané de Hirak, essentiellement à ses débuts d'ailleurs, puisqu'il ne faut pas oublier que le Hirak est parti du refus absolu du 5e mandat, qui a été la goutte d'eau, qui est du 5e mandat de Bouteflika, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Algériens et les Algériennes se sont dit, ce n'est pas possible. Et donc là, ils sont vraiment sortis dans la rue de façon spontanée en disant, non, pas ça.
Ce n'est plus possible. On ne peut plus nous prendre pour des imbéciles, on ne peut pas nous imposer une chose pareille d'être gouverné par un cadre, comme il disait dans les premières semaines du Hirak. Donc, ce caractère spontané, au départ, ce ras-le-bol généralisé, et comme le disait Akram, de tout le pays, de toutes les couches sociales du pays et de tout le pays urbain qui constitue, en tout cas urbanisé, qui constitue la majorité de la population algérienne, a été une très grande force, parce que tout le monde s'est retrouvé dans ce refus, tout le monde s'est retrouvé dans ces mots d'ordre. Mais le Hirak a continué, on le sait, puisque jusqu'à la fermeture du Covid, ça a duré quand même pratiquement 1 an. Et au fur et à mesure, il n'y a pas eu effectivement de structuration de ce Hirak, il n'y a pas eu, les mots d'ordre ont toujours été les mêmes, abat le système, rejet du système, sans, en tout cas apparente, bien sûr qu'il y en a eu, on sait très bien qu'il y a eu des réunions, on sait très bien qu'il y a eu des consultations entre les différentes forces du Hirak, mais à ce moment-là, au fur et à mesure que le Hirak continuait, on a vu apparaître 2 faiblesses. Et si on les compare à d'autres situations, c'est des faiblesses qui sont un peu, disons, immobilisantes du mouvement. C'est d'abord évidemment un rapport de force au sein même des anti-régimes, au sein même du Hirak, un rapport de force qui peut parfois, qui pourrait, disons, à terme, provoquer des problèmes si le Hirak continue. On sait très bien que la dimension de l'islam politique est très importante dans ce Hirak et on commence aujourd'hui à en voir des manifestations presque publiques. Or, dans les premiers mois du Hirak, il y avait une sorte de déni et de refus de considérer les rapports de force au sein du mouvement contestataire. Donc non, c'est pas le moment, nous sommes tous unis contre le système, on verra après. Et donc, il n'y a pas eu de construction de la part des forces démocratiques, il n'y a pas eu de construction d'un rapport de force. Mais la deuxième chose, c'est effectivement cette espèce de méfiance populaire, disons, dans les médiateurs, dans la structuration du mouvement, qui fait que il y a eu 2 types de réactions. Un, on ne discute pas avec le régime militaire. On ne discute pas, il s'en va. Il n'y a pas de discussion possible. Or, il est évident qu'avec un régime aussi solidement implanté depuis l'an prochain, ça fera 60 ans, c'est quand même pas mal. Et si on prend la guerre de libération, ça fait même plus. Eh bien, il n'est pas possible de sortir de ce système en le renvoyant dans la nature. Et là, je voudrais prendre l'exemple, puisque Jean-Pierre Philu en a parlé, du Soudan. Ce qui s'est passé au Soudan est extrêmement intéressant, parce qu'au départ, effectivement, ça a été un mouvement spontané, mais très vite, sans pour autant qu'il y ait eu une hégémonie d'une direction politique autoproclamée, autoconstituée, mais ce mouvement s'est structuré de façon à négocier une sortie du système avec le régime. Alors, comme en Algérie, on a viré Omar al-Bashir, c'est-à-dire que les militaires ont viré Omar al-Bashir parce qu'il devenait gênant, de la même manière que Bouteflika devenait gênant. Et puis après, donc la destitution du général Omar al-Bashir n'a pas empêché les militaires de vouloir conserver le pouvoir. Et il y a eu des mois de négociations entre les représentants du mouvement contestataire et le régime, qui est arrivé à une espèce de régime de transition qui est censé durer 3 ans maintenant et qui devrait poser les bases d'une transition démocratique. Rien de tel en Algérie pour l'instant, dans la mesure où il y a un refus absolu de toute forme de négociation. Moi, je crois qu'au point de toute forme de négociation et toute forme de représentativité du mouvement. J'ai donné l'exemple du Soudan, je peux aussi donner l'exemple de la Tunisie dans la première phase de la révolution de 2010-2011. Je ne parle pas du caractère politique après la chute de Ben Ali, mais dès le départ, après l'immolation par le feu de Bouazizi, très vite, dans les régions où la contestation a été la plus vive, le mouvement syndical, le GTT, a pris en main la direction de la contestation et l'a structurée, l'a organisée. Et cette présence de l'UGTT
aux côtés des contestataires, pas de la direction centrale de l'UGTT qui est tout à fait au régime, mais des directions régionales de l'UGTT, a été extrêmement importante et a permis de nationaliser la contestation à travers l'organisation de la grève générale des 12 et 13 janvier, etc., etc. Donc, on voit que partout où un mouvement, je n'ose pas dire a réussi, mais n'a pas échoué, en tout cas, eh bien, il y a eu quand même un minimum de structuration et de mise en place d'organes de transition. Et je crois que le refus de mettre cela en place, même s'il y a évidemment, comme je le disais, je terminerai par là, des consultations entre les différentes forces qui constituent le mouvement du Hirak, eh bien, il va falloir à un moment donné envisager la suite des événements. Comment virer, comment mettre fin à ce régime? Est-ce que la poursuite des manifestations hebdomadaires dans un contexte de répression, comme l'a dit Akram, peut contribuer à mettre fin à ce régime? Moi, je ne le crois absolument pas. Merci beaucoup, Sophie. Je voudrais qu'on change un petit peu d'angle de l'analyse de la situation, Louis, en évoquant le substrat économique. Toi, tu as beaucoup travaillé sur ces problématiques économiques. On sait bien sûr qu'il y a une sorte de contradiction absolue entre l'importance des richesses en hydrocarbures dont jouit l'Algérie et le délabrement de l'économie. Nous savons bien sûr, c'est une évidence, la très inégale répartition des richesses, la corruption systémique, la captation de ces richesses par les proches du régime ou par des membres du régime directement. On se souvient aussi qu'après le départ de Bouteflika, il y avait eu quelques purges. Je vais utiliser le terme de purge avec des guillemets parce qu'elles ont été assez fluides dans l'ensemble. Mais où en est-on aujourd'hui en réalité? Est-ce que véritablement nous sommes à l'aube de la catastrophe économique annoncée ou est-ce que les choses sont un petit peu plus compliquées, un peu plus subtiles? Alors Louis, je ne te vois plus à l'écran par contre. Ah, on a visiblement un petit problème technique là. Bon, eh bien écoutez, Louis, est-ce que tu m'entends? Bon, écoutez, je pense qu'on va régler le problème technique. On ne va pas perdre de temps parce qu'il est compté. Puis ensuite, celles et ceux qui sont connectés nous enverront leurs propres questions. Alors, j'espère qu'on va le retrouver rapidement. Jean-Pierre, je voudrais te poser une question parce qu'on a abordé la question de l'appareil d'État, de l'institution militaire. Évidemment, je l'ai évoqué tout à l'heure, tu as beaucoup travaillé sur les appareils de répression. Et dans le cas de l'Algérie, l'institution militaire est évidemment absolument centrale et absolument incontournable. Ça, on le sait, c'est une généralité. On sait en outre que c'est la grande muette, que c'est une institution fort opaque. Alors, que sait-on de ce qui peut se passer à l'intérieur? Peut-on imaginer qu'il y ait des divergences politiques? Peut-on imaginer qu'il y ait des luttes de factions, de clans? On en a eu quelques échos d'ores et déjà, mais avant même le Hirak d'ailleurs. Comment peut-on évaluer aujourd'hui l'état des rapports de force entre ces différents clans et factions, si tant est qu'ils soient avérés? Ton micro, Jean-Pierre. C'est plutôt la grande opaque que la grande muette. D'ailleurs, rarement les généraux algériens se sont exprimés autant par la voix de leur chef d'état-major. Donc, Ahmed Gaïd Salah jusqu'en décembre 2019, où il est décédé de mort naturelle quelques jours après l'élection de son poulain Tebboune à la présidence. Et donc, Saïd Chengriha, depuis, Chengriha présentant la caractéristique générationnelle d'être le premier chef d'état-major algérien à n'avoir aucun passé lié à la lutte d'indépendance qui était jusqu'à présent la légitimation principale de tous ces hiérarques militaires. Alors, quelqu'un qui connaît c'est ce qu'on appelle pudiquement les décideurs. Les décideurs, c'est un terme que Mohamed Boudiaf, le président éphémère,
1992, assassiné par un de ses gardes du corps, rappelé du Maroc pour remplacer Ben Jedid, avait inventé pour désigner justement ces généraux qui, sans se mettre sur le devant de la scène, en tout cas le moins possible, exercent le pouvoir réel en Algérie, et ils l'exercent d'autant mieux qu'ils ont une façade civile. Donc il faut comprendre, et ça c'est vraiment une spécificité algérienne, que pour eux, un civil, non seulement c'est important, mais c'est essentiel. Et c'est pourquoi l'élection de Tebboune marque pour eux la fin, si j'ose dire, de la récréation, en tout cas la fin de l'intermède contestataire, et qu'à partir de ce moment-là, ils sont donc d'une très grande brutalité à l'égard de quiconque les menace, avec un langage qui est un langage de l'ordre de la menace, hein, y compris lors des interventions publiques de Chengrija ou avant de Gaïd Salah. Donc, cette personne qui connaît très bien ce milieu aussi opaque, il disait, il faut faire attention. Très souvent, on a l'impression que c'est un conseil d'administration, qu'il y a le conseil d'administration de l'Algérie militaire. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une table de poker. C'est une table de poker avec des joueurs qui rentrent et des joueurs qui sortent en fonction de l'enjeu, en fonction de la partie. Hein. Mais il y a quelqu'un qui préside la table et qui est le chef d'état-major, hein, qui est celui, mais qui est plutôt que le chef d'une institution incontestée ou d'un syndicat qui tiendrait le pays, qui est plutôt celui qui répartit les mises, qui évite qu'il y ait un incident, qu'on critique le croupier, qu'on parte avec trop de plaques, hein, et que du coup on énerve les autres. Hein. Et on voit que c'est ça, parce que Gaïd Salah, donc le précédent chef d'état-major, celui qui a contraint Bouteflika à démissionner en avril 2019, Gaïd Salah, il avait jeté en pâture à la contestation des personnages qui, juste là, étaient intouchables. Hein. Le symbole des symboles, c'était Rab Jazair, c'était donc Médienne, le général Médienne, surnommé Toufik, dont on ne connaissait pas le visage, hein, jusqu'à ce qu'il soit comme ça livré aux journalistes à l'entrée du tribunal qui allait être un tribunal d'infamie. Hein. Donc il y a eu ces généraux qui ont été sanctionnés très, très, très durement, et après la mort naturelle, hein, naturel, mais voilà, dont le timing était quand même intéressant de Gaïd Salah, Chengrija, à l'évidence, a décidé de reconstituer une forme de consensus à la tête de la hiérarchie militaire. On a donc effacé ces jugements infamants à l'encontre de certains des généraux, et aujourd'hui, on a donc une institution qui, pour ce qu'on peut en savoir, et de nouveau, en tout cas, apaisé à l'égard du monde extérieur, quelles que soient les contradictions qui la traversent, et qui est donc unie dans cette volonté de répression. Alors, Sophie Bessis a très bien souligné la faiblesse de la contestation dans sa difficulté à se structurer, mais il faut aussi souligner qu'une des menaces majeures pour l'avenir de l'Algérie, c'est qu'à partir du moment où cette hiérarchie militaire se reconstitue, se stabilise, eh bien, elle se stabilise sur le plus petit copain dénominateur, c'est-à-dire le refus de tout changement. Et donc, c'est aussi un apaisement des contradictions au sommet qui vaut fin de non-recevoir à l'encontre de la contestation, et donc c'est assez inquiétant. Merci infiniment pour ces précisions. Louis, nous t'avons retrouvé. Alors, je ne sais pas si tu as entendu la question que j'évoquais sur les problèmes économiques, cette contradiction absolue entre les richesses en hydrocarbures de l'Algérie et la pauvreté de la population, liée bien sûr au phénomène de corruption systémique qui existe dans le pays. Et la question se posait sur est-ce que nous sommes à l'aube d'une catastrophe économique annoncée? Où en est-on aujourd'hui sur ces aspects? Bien, bonjour Didier, veuillez m'excuser, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu 2-3 minutes de déconnexion, donc
Je remercie donc l'IRIS et les organisateurs. Donc, pour répondre à la question, je crois que moi, je remettrai en perspective les problèmes économiques de l'Algérie. Bon, ça fait toute sincérité, chaque fois qu'on aborde l'Algérie, en général, c'est parce qu'il y a une crise, c'est que ça ne va pas. Et malheureusement, il y en a des crises depuis les années 62. Quand on fait l'historique de ce pays, on a toute une série, en fait, de chaque fois d'analyses assez catastrophiques. Donc, je pense que si on regarde, disons, le bilan économique de l'Algérie, il est évident que l'Algérie, elle est plus vers les pays comme le Venezuela, c'est-à-dire des pays qui ont gâché, qui ont détruit leur richesse, entre guillemets, pétrolière au regard d'un modèle de développement économique. Si maintenant on compare l'Algérie face à son environnement, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, la Libye, bon, je ne suis pas sûr que les Algériens ont le sentiment qu'ils soient au bas de l'échelle régionale. Bien sûr, s'ils comparent leur situation de vie vis-à-vis des pays du Golfe, la comparaison, elle ne tient plus parce que le niveau de vie, il n'a plus rien à voir. Donc, moi, mon approche est quand même toujours de mettre en perspective ce pays parce qu'on a quand même trop tendance à le particulariser, à le spécifier, à le rendre vraiment, je dirais, trop singulier. Alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Je crois que j'ai écouté mes collègues. Il me semble que ce qu'on analyse, en fait, c'est comment démocratiser un régime autoritaire. Je crois que cette question, elle se pose au Venezuela, elle se pose en Biélorussie, elle se pose dans des pays qui sont très loin de l'Algérie, au-delà des révoltes arabes, disons, et de son environnement régional. La particularité de l'Algérie, si on reprend la comparaison avec le Soudan, c'est que l'Algérie, elle a une rente pétrolière. Et cette rente, je pense que le Hirak l'a profondément sous-estimée dans les propos qui consistaient à dire on manifeste, il faut partir, c'est la fin de ce régime, etc. C'est une arme pétrolière qui a détruit le Front islamique du salut il y a 30 ans déjà. Les mêmes discours. Il y a 30 ans, on entendait le régime doit dégager, il est illégitime. Et puis finalement, ce régime, tant bien que mal, il se reconstruit, il se recompose, il a une base sociale qui est certes faible par rapport à la population, mais elle est là. Je crois que ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ce régime, il peut avoir tous les travers que l'on veut, il a une base sociale qui le soutient. On a fait des erreurs monumentales sur la Libye, sur la Syrie, en croyant que ces régimes, ils dépendaient que de leur chef d'État et qu'il suffisait de les renverser. On se rend bien compte que derrière ces régimes autoritaires, vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui ont travaillé pour eux et qui ne sont pas prêts de prendre un bateau et de partir en Espagne, en France ou en Turquie parce qu'on veut changer de régime. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment changer d'approche par rapport à cela. Il faut donc vraiment considérer que ces régimes, comme l'Algérie, ils ont une rente pétrolière qui n'est pas au service du développement, qui est au service très clairement de clientèle, de soutien, d'acteurs institutionnels, je dirais qu'il est conforte. Tout à l'heure, Sophie signalait le cas de l'UGTT. On aimerait que l'UGTA fasse cela. Sous Abdelaziz Bouteflika, c'est la même histoire. Hein. Non, mais c'est pour ça, c'est pas la même histoire. Moi, je pense que c'est très important de rappeler les histoires de chacun et c'est très important de recontextualiser. Donc, une rente pétrolière qui fait la différence. L'Algérie, elle n'a pas de touristes, elle n'en a pas besoin, entre guillemets, du point de vue du régime. L'Union européenne, mais c'est même pas son partenaire. L'Algérie, son premier partenaire commercial, c'est la Chine. Son premier vendeur d'armes, c'est la Russie. Elle discute d'un accord de libre-échange avec la Turquie, alors qu'elle dit que l'Europe, elle n'en veut pas. Vous voyez bien, le camp n'est pas du tout le même. Donc, nos histoires à nous, européennes, sont des histoires qui sont très compliquées à mettre en place sur ce régime. Deuxième variable très importante, c'est que cette rente pétrolière, elle a permis de se doter d'un appareil de répression considérable. L'Algérie, ce n'est pas la police de Tunisie. Il faut le dire et le redire. L'Algérie, c'est une armée qui, depuis 30 ans, dépense à peu près entre 5 et 11 milliards de dollars par an. Ça fait quand même un appareil répressif, militaire, policier conséquent. Alors, comment changer cela quand vous avez une rente pétrolière et un appareil répressif conséquent? Moi, je ne crois pas que ce soit en manifestant tous les vendredis en disant que le régime doit dégager. Je l'ai dit dès le début, c'est d'une grande naïveté que de penser cela, premièrement. Deuxième point, je pense que ce qui va, entre guillemets, renforcer le régime, c'est que plus on laissait ces manifestations en 2019-2020, plus ça permettait au régime de dire « mais vous voyez, si on était si catastrophique que cela, est-ce qu'on les laisserait manifester ?»
Donc au début, on avait des encadrements policiers, on avait des manifestations qui étaient derrière des cortèges de policiers qui surprenaient tout le monde d'ailleurs, comment les policiers pouvaient permettre tout cela, mais en fait, ça permettait au régime de faire quoi? Ce que Akram a dit, c'est-à-dire en période de crise, le grand nettoyage, la grande recomposition, c'est à l'intérieur de l'armée, à l'intérieur des appareils politiques, et la grande nouveauté, je pense que c'est ça qui est important pour l'armée algérienne aujourd'hui, c'est qu'elle peut piocher aujourd'hui non seulement auprès des appareils politiques nationalistes ou administratifs, je dirais, ces participants traditionnels, mais elle peut aller piocher aussi du côté des islamistes modérés qui se sont positionnés en faveur de l'intégration dans l'appareil d'État. Ce qui permettra de dire demain eh bien, que le Hirak exprime que lui-même, c'est-à-dire des démocrates, certes, mais qui n'ont pas la vision idéologique des nationalistes et des islamistes modérés. Enfin, et ça me semble très important, si on veut vraiment comprendre, disons, la résilience de ce régime algérien, il faut bien le remettre en perspective. En 63, déjà, une année seulement après l'indépendance, on a un grand mouvement politique qui est le Front des Forces Socialistes, qui qualifie ce régime de totalitaire, déjà, donc on n'est pas, vous voyez, c'est pas ancien, et qui le dénonce. On a un responsable politique, Boudiaf, qui très clairement dit que ce régime est un régime dictatorial autoritaire. Les socialistes seront persécutés tout au long des années 60. Aït Ahmed sera exilé après avoir été emprisonné. Et on reparlera des socialistes algériens que à la fin des années 80. Deuxième grand mouvement qui s'en prend au régime, ce sont les islamistes après les années 80. Dans les années 90, ils ont une force populaire considérable. Ils demandent aussi à ce que ce régime dictatorial dégage. On connaît la réponse, des milliers d'arrestations, des camps d'internement dans le Sahara, et puis 10 années, disons, un petit peu de décennies noires ou de violence. Aujourd'hui, c'est la troisième tendance. C'est la tendance des démocrates. Les démocrates demandent ce que les islamistes et les socialistes ont demandé hier. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, les démocrates, c'est qu'ils arrivent après des révoltes arabes qui auraient dû expérimenter des transitions démocratiques pacifiques. Or, aujourd'hui, si les démocrates sont dans la rue, je doute qu'un seul militaire en poste aujourd'hui croit qu'ils sont dans les urnes. Chaque fois qu'il y a eu des manifestations de démocrates, il y a eu des victoires islamistes à la fin. Or, pour l'Algérie, il n'est pas évident qu'elle ait envie de reprendre le risque de voir des manifestations de rue démocratiques, mais des résultats électoraux islamistes, qui plus est, ne seraient pas forcément ceux que l'armée a sélectionnés, identifiés et considérés comme des partenaires dociles pour sa gestion de l'État. Voilà, rapidement, ce que je souhaitais vous dire là-dessus. Je vous remercie. Merci Loïs. Il y a une transition toute faite sur laquelle je voudrais interpeller Akram. C'est justement la question de l'islam politique. Jean-Pierre l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu la décennie noire, la triste décennie noire. Il y a eu une forme de normalisation avec les forces de l'islam politique après le retour de Bouteflika à la tête du pays. Et Sophie l'a aussi évoqué, au début du mouvement du Hirak, il y a eu une absence apparente, en tout cas, des forces se réclamant de l'islam politique. Non, elles ont été présentes dès le début, Didier. Elles étaient là dès le début. Mais attends. Laisse-moi finir ma question. Ouais. Donc, je voulais savoir ce qu'il en est réellement. Qu'est-ce que représentent aujourd'hui les forces se réclamant de l'islam politique dans leur diversité? L'islam politique, c'est un terme un peu générique. Et le rapport de la société algérienne ou de composantes de la société algérienne à l'islam politique s'est-il modifié au cours de la dernière séquence? Bon, c'est un point assez délicat à aborder en l'absence d'expression, je dirais, pluraliste libre et de véritable identification de qui sont les acteurs politiques. Une chose est claire, c'est que le mouvement ou la tendance héritière de ce que fut le FIS, le Front islamique du salut, continue aujourd'hui à être interdite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti qu'on pourrait assimiler à ce qu'a été le FIS. D'ailleurs, le régime, aujourd'hui, a criminalisé, a désigné comme organisation terroriste une association qui est active depuis l'étranger, qui s'appelle Rachad, et qui regroupe des anciens membres du Front islamique du salut qui sont en exil et qui ont essayé de prendre eux aussi le train du Hirak en essayant de délivrer leurs conseils et d'appeler leurs militants à rejoindre les rangs de la manifestation. Et le régime, le gouvernement algérien, il y a quelques jours,
a décidé de déclarer cette organisation terroriste de manière à faire un peu renaître aussi les débats qu'on a connus dans les années 90 sur qui sont les islamistes qui ont le droit de s'exprimer et qui sont ceux qu'on doit combattre. Donc, Luis le disait très bien tout à l'heure, il y a aujourd'hui dans le jeu politique des islamistes dits modérés qui font campagne pour les législatives, qu'on voit, certains sont issus de l'ex-mouvement pour la paix et la société, donc le MSP, ce qu'on appelait en Algérie le Hamas. Ça n'a rien à voir avec le Hamas palestinien, mais en tout cas, c'est un mouvement qui s'inscrit un peu dans la nébuleuse des frères musulmans, c'est ce qu'on a appelé les islamistes de gouvernement, qui ont été des partenaires politiques de Bouteflika très vite, puisque pratiquement tous les gouvernements pendant les 4 premiers mandats de Bouteflika ont eu des gens appartenant au courant islamiste, dits modérés, en tout cas, qui rejetaient ce qu'avait fait le fils. Donc, ces gens-là sont présents. Ces gens-là sont influents et de toutes les façons, aujourd'hui, quand on regarde l'état de la société algérienne, parce que si on fait un pas de côté par rapport au Hirak et par rapport à l'évolution et qu'on regarde l'évolution de la société algérienne au cours des 2 dernières décennies, on se rend compte que certes, Luis le disait tout à l'heure, effectivement, le fils a perdu, n'a pas été capable de chasser le régime, mais une chose est certaine, c'est que ces idées, pour certaines, se sont installées dans la société algérienne, que la société algérienne aujourd'hui est une société profondément conservatrice, que les idées défendues hier par le fils sont présentes et qu'on voit bien que même ces démocrates qui sont dans la rue ont parfois du mal à faire entendre leur voix sur les sujets sociétaux, sur les sujets de progressisme social, de défense des droits de la femme, etc. Il y a aujourd'hui, l'Algérie, qu'on le veuille ou non, est un pays où la religiosité est omniprésente, où le conservatisme en matière de mœurs est absolument présent. On le voit bien avec les réactions clivantes qui existent après des affaires de violence à l'encontre des femmes. Il y en a eu plusieurs. Alors, il y a d'un côté des gens qui se mobilisent, et ce n'est pas un hasard si ces gens qui se mobilisent, notamment des femmes, font partie du Hirak. Et puis, vous avez une Algérie, alors j'aime pas trop ce mot, mais profonde, qui n'en pense pas moins, qui est un peu réticente à ce que ces choses-là soient médiatisées, etc. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Luis Martinez sur le fait qu'effectivement la rente est l'outil numéro 1 pour briser toute velléité de contestation. Je suis d'accord avec lui, mais on est tout de même en 2021, les Algériens, on sera bientôt 50 millions d'habitants et on ne gère pas un pays de 50 millions d'habitants comme on a pu le gérer quand les Algériens étaient 20 ou 30. C'est-à-dire que le mécanisme de répartition de la rente, il a de sérieux ratés. Et quand je disais en préambule tout à l'heure qu'on a eu plusieurs convergences au moment du Hirak, c'est que dans les rangs des manifestants du Hirak, vous aviez des gens de la, entre guillemets, bonne société algéroise, vous aviez des enfants d'officiers supérieurs, vous aviez des gens qui ont appartenu ou appartiennent encore à la bourgeoisie d'État, mais qui s'estimaient dans une situation inconfortable. Pourquoi ? Parce que les mécanismes de répartition de la rente et de captation de la clientèle ne fonctionnent plus. Et c'est ça le vrai danger pour ce régime. Alors aujourd'hui, il use de la répression, il met en prison, aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, il y a à peu près 214 prisonniers d'opinion en ce moment qui sont en prison en Algérie, 214, mais ce n'est pas pour autant que ce régime va gagner en compétences et va être capable de résoudre les problèmes que Bouteflika n'a pas été capable de résoudre en 4 mandats et avec des recettes qui ont atteint pratiquement 1 000 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 15 fois plus que ce dont Boumedienne avait pu bénéficier à son époque. Or, l'Algérie, aujourd'hui, est un pays en échec, c'est-à-dire que certes, c'est un pays exportateur et exportateur d'hydrocarbures, mais toutes les grandes questions économiques qui étaient posées au moment des émeutes d'octobre 88 demeurent posées aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence d'une politique industrielle, le chômage des jeunes. Il y a des centaines d'Algériens qui continuent à prendre le bateau pour aller pour rejoindre les rives d'Italie et d'Espagne. Donc, à un moment ou à un autre, ce régime va de nouveau être confronté à une confrontation, à une opposition, et faute d'avoir anticipé une ouverture comme il l'avait fait en 1988, il sera
dans une position encore plus difficile et je crains qu'on ne se retrouve dans une situation d'extrême violence organisée et en tout cas exercée à l'encontre de la population. Merci beaucoup de ces précisions. Sophie, a été évoquée tout à l'heure la présence des carrés féministes dans les manifestations. Et d'ailleurs, beaucoup d'analyses et de commentaires ont souligné la forte présence des femmes, la forte mobilisation de ces femmes dans le mouvement de contestation. Est-ce que toi, tu pourrais nous préciser quelle est l'importance dans leur rôle, tant dans les revendications qui ont été mises en avant, qu'éventuellement dans les modalités de la structuration de ce mouvement? Y a-t-il, en d'autres termes, une spécificité liée à la présence massive des femmes? Et pour mémoire, je rappelle que dans la dernière livraison de la revue trimestrielle de l'IRIS, qui a été consacrée aux mondes arabes 10 ans après, tu as eu l'amitié de nous fournir un papier tout à fait passionnant sur y a-t-il un rôle spécifique des femmes dans les processus de contestation? Mais là, je te demande de plutôt centrer ta réflexion sur l'Algérie. Merci Didier. Oui, effectivement, le problème a déjà été abordé par Akram, entre autres. Moi, je voudrais faire un tout petit rappel historique avant d'aborder la situation actuelle du mouvement des femmes à l'intérieur de Hirak, avec beaucoup de bémols. C'est que dès le 5 juillet 1962, en gros, les femmes ont été réprimées en Algérie, les mouvements de femmes ont été réprimés en Algérie. C'est une constante historique de l'Algérie indépendante. Sous de différentes modalités, sous différentes formes. L'acmé de cette infériorisation des femmes est évidemment le Code de la famille de 1984, qui avait été précédé d'ailleurs par énormément de manifestations de femmes, de contestations féminines qui avaient été totalement ignorées et réprimées aussi. Et puis arrive, je fais très vite sur l'histoire, Bouteflika arrive au pouvoir. Et en fait, il y a un deal que Akram a à peine évoqué, mais que je voudrais préciser davantage. Il y a un deal entre Bouteflika et les islamistes. Au pouvoir militaire dont Bouteflika a été, disons, le chargé de mission, eh bien, la rente et l'État, aux islamistes, la société. On vous donne la société, on garde la rente et l'État. Et quelque part, ça s'est passé de cette façon-là. Et que donc, effectivement, pour une série de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, depuis les années 80, sur une société qui est déjà non seulement patriarcale, mais également extrêmement viriliste, il ne faut pas l'oublier, sur cette société patriarcale et viriliste, eh bien, se branche une vague conservatrice, qui ne cesse de prendre de l'ampleur au point que, aujourd'hui, effectivement, la majorité de la société algérienne est une société qui, sur le plan de la morale, on va dire avec les guillemets, est une société extrêmement normée, extrêmement conservatrice et qui ne tolère pas, dans son ensemble, les revendications des mouvements de femmes. Or, dès le début du Hirak, il y a eu des revendications des mouvements de femmes. Avec un mouvement féministe en Algérie qui a connu des hauts et des bas, qui a été qui s'est développé de façon tout à fait dynamique dans la brève fenêtre de démocratisation de la fin des années 1980, du début des années 1990, qui s'est totalement déstructuré durant la décennie noire, qui s'est restructuré après d'une certaine façon, et il y a eu ce fameux carré féministe dès les premières semaines du Hirak. Ce carré féministe dont les membres ont été non seulement harcelés, mais physiquement brutalisés dans les premières semaines du Hirak. Il ne faut pas oublier les exactions auxquelles a été soumis ce carré féministe. Mais passons là-dessus. Les femmes ont continué, elles ont été très présentes dans les manifestations hebdomadaires du Hirak, avec, disons, une partie des femmes qu'on peut regrouper sous l'appellation générique de mouvement féminin, féministe, avec des revendications spécifiques qui peuvent se résumer en une phrase, c'est « il n'y a pas de démocratie possible sans égalité des sexes ». Donc, si la société algérienne, si les contestataires algériens veulent l'avènement d'une société démocratique,
eh bien alors l'égalité des sexes est une composante absolument incontournable de cette société démocratique à venir, à créer. Donc, abolition du Code de la famille de 1984, etc. Et à partir de là, il y a eu une contestation extrêmement importante sur deux niveaux. Soit de la part des secteurs les plus conservateurs du Hirak et évidemment des islamistes qui, dans ce sens, on peut les appeler politiques, on peut les appeler islamistes non armés, ce que je préfère, mais islamisme modéré me paraît être un terme sujet à débat, on va dire. C'est pas parce qu'on ne choisit pas le djihad qu'on est forcément idéologiquement modéré. On peut l'être politiquement, effectivement, pour rentrer dans le système. Et donc, deux types de refus d'écoute des revendications des femmes. Un, de la part des mouvements proches de l'islam politique et des mouvements de l'islam politique à l'intérieur du Hirak, et puis également des mouvements démocratiques avec la phrase qui est le mantra de ceux qui veulent que rien ne bouge dans le monde arabe, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Pour l'instant, c'est la démocratisation. Il faut qu'on soit tous unis. Il ne faut pas qu'il y ait de mots d'ordre qui risquent de diviser le mouvement. Et donc, le mantra, ce n'est pas le moment, est un mantra qui a structuré la question des femmes à l'intérieur de Hirak depuis le début, à tel point d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs manifestations, des prises de parole de figures tout à fait emblématiques du mouvement féministe algérien. Je pense à Fadela Chietoul Boumengel, par exemple, je pense à Fatima Ousdirk, et également prise de position des plus célèbres des moudjahidettes de la guerre d'indépendance également. Et donc, il y a eu cette résistance féminine à l'intérieur de Hirak, non pas contre le régime, mais contre un certain nombre de tendances du Hirak. Et la dernière manifestation de cela, ça a été la manifestation du 8 mars 2021, c'est-à-dire il y a à peu près un peu plus de 2 mois. Hein, donc le 8 mars, vous savez à quoi correspond cette date, bien évidemment. Et là encore, les femmes il y a eu une manifestation de femmes qui a été contestée dans la rue en disant pas d'abolition du code de la famille, la manifestation a été bloquée, etc. Donc il y a bien sûr il y a des passerelles avec un certain nombre de mouvements, il y a des dialogues, il y a un lobbying, bien que je n'aime pas ce terme dans la conjoncture, dans cette conjoncture-là, des femmes pour essayer de mettre l'égalité des sexes dans les attendus des déclarations du Hirak, mais c'est quelque chose, la question des femmes est quelque chose de très difficile aujourd'hui en Algérie. En cela, disons, les mouvements démocratiques algériens diffèrent de leurs voisins marocains et surtout tunisiens, où aujourd'hui, en Tunisie particulièrement, mais également d'une certaine façon au Maroc, même si c'est un peu différent, et même si le Maroc reste un régime sociétalement extrêmement conservateur, les mouvements démocratiques en Tunisie et au Maroc ne peuvent pas se désintéresser de la question des femmes. Ou sinon, ils perdraient une légitimité sociétale. Et ça, c'est très clair en Tunisie, où les associations de femmes participent à l'ensemble de la galaxie démocratique. En Algérie, c'est beaucoup plus difficile, il faut bien en convenir, et la lutte des femmes est une lutte en Algérie très difficile. Alors évidemment, quand je dis les femmes, je peux mettre un bémol, là, il y a évidemment des femmes dans les milieux islamistes qui ne sont pas pour les progrès de la loi et de la société. Hein. Les milieux, il y a la question des femmes islamistes et des femmes dans les secteurs les plus conservateurs de la société est très importante, mais je n'ai pas le temps de l'aborder ici. Merci, Sophie. Alors, une toute dernière question, Louis. Je te demanderai d'être assez bref, s'il te plaît, parce que j'ai des questions que je voudrais vous poser de celles et ceux qui sont connectés avec nous. Alors, quand même une question, parce qu'on en a très peu parlé, sur la dimension régionale. C'est-à-dire que nous savons qu'en Tunisie, au Maroc, il y a eu aussi des mouvements de contestation. J'aurais aimé savoir comment, dans ces pays, le mouvement du Hirak avait été perçu. Et puis, s'il y avait eu des interactions entre ces mouvements ou entre certaines composantes de ces mouvements, entre Algériens, Tunisiens, Marocains, ou au contraire,
le blocage total qui existe au niveau des appareils d'État entre ces différents pays s'est répercuté, à ce moment en tout cas, au niveau des sociétés. Oui, merci. On a fait une grosse étude, on commencera à publier progressivement les résultats, et notamment avec beaucoup de collègues algériens, tunisiens. C'est très clair que le début du Hirak algérien s'inspire profondément et bénéficie très directement de la logistique des associations tunisiennes. Il y a au début d'abord une grande partie de la construction se discutait apparemment et se réfléchit, se pensait, je dirais presque, en Tunisie. Et donc il y avait vraiment une sorte d'influence sur le modèle tunisien et d'une certaine manière aussi, un peu pour le Hirak algérien, un peu naïvement, un dénouement à la tunisienne. On pensait qu'en quelques mois, l'affaire serait réglée si on allait massivement dans la rue à ce niveau-là. Du côté du Maroc, je pense que ça dépend d'où on regarde les choses. Si on le regarde du côté du Hirak marocain, il y a beaucoup d'échos. C'est-à-dire, si on regarde ça du point de vue du RIF, il est évident que ça fait écho à tout un ressenti vis-à-vis de l'État, de la monarchie, des forces de sécurité. Après, je ne suis pas sûr que du côté disons, des soutiens traditionnels à la monarchie, qu'ils soient d'ailleurs dans une approche plus inclusive que contestataire. C'est-à-dire, finalement, le mouvement du 20 février marocain était un mouvement de contestation aussi nationale, mais en aucun cas ne mettait en avant une alternative radicale à la monarchie. Il y avait plutôt l'idée de la moderniser, l'améliorer, la réformer. Donc, cette approche algérienne, disons, d'un changement radical, y compris pacifiquement, mais dans les slogans quand même qu'ils dégagent tous, ça c'est pas très pacifique. Si vous êtes militaire ou travaillez dans l'État, je pense que je suis pas sûr que ça fait écho. Ça renvoie plus à une histoire algérienne où finalement on rejoue le FLN et on remplace entre guillemets l'armée algérienne par la France, et on espère que ça durera moins de 7 ans. Moi, c'est un peu le sentiment où on a un peu le sentiment qu'on a le peuple avec nous, on a la rue, et donc ils vont partir d'une manière ou d'une autre. Sauf que, on essaie de le dire à tous. L'armée algérienne, elle ne partira pas, elle est chez elle, donc elle fera ce que l'armée syrienne, la Libye et les autres ont fait, des guerres civiles. C'est-à-dire, elle utilisera le registre du chaos, de la violence, de la destruction pour rester. Et c'est ça qu'il faut vraiment intégrer si on veut éviter que ces révoltes arabes se traduisent malheureusement par des drames humains, au final, à l'exception de ce cas particulier qui est celui de la Tunisie. Merci beaucoup. Et le Soudan, il ne faut quand même pas oublier le Soudan. Oui, c'est important. Et la Tunisie, il ne faut pas oublier juste que la Tunisie n'a pratiquement pas d'armée, ce qui a quand même été quelque chose d'extrêmement important au moment du 11 janvier. Je voudrais peut-être, à l'appui en une seconde, compléter ce qu'a dit Luis Martinez au niveau du mouvement des femmes. Dans les premières semaines du Hirak, une délégation de l'Association des femmes démocrates est allée à Alger soutenir le mouvement féministe algérien avec la présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, une délégation. Elles ont été évidemment reçues avec beaucoup de sympathie par les féministes algériennes. Le reste du mouvement démocratique a dit, écoutez, rentrez chez vous, c'est pas le moment. Laissez-nous faire. Pour le moment, on n'a pas besoin de solidarité maghrébine visible. Voilà. On règle. Donc, et vraiment, le message avait été extrêmement clair. Écoutez, il vaut mieux que vous rentriez à Tunis et puis après on verra. Jean-Pierre, tu voulais dire une précision sur le Soudan? Non, je voulais juste dire que, voilà, on dit toujours, il y a une exception tunisienne. Oui, il y a le Soudan, tout à fait. Sauf que c'est très important. Un régime, en tout cas un dirigeant génocidaire d'un régime installé depuis 30 ans a pu être renversé pacifiquement. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Alors, parmi les questions que j'ai, il y en a plusieurs qui, en fait, nous renvoient à l'extérieur, à l'international. Il y en a notamment une du point de vue économique. Alors, c'est Marc Camus qui demande, merci pour l'intervention de Luis Martinez, sur le rôle des clientèles, soutien des militaires. Comment se situe-t-il face aux Chinois, aux Russes et aussi aux Français? Et puis, il y a d'autres questions sur les Français, mais peut-être sur cet aspect de la relation avec l'extérieur. Voulez-vous apporter une précision ou des précisions? On peut, si on les prend par ordre, très clairement, si on prend l'armée algérienne,
son partenaire principal et majeur, c'est la Russie. Et ce qui va préoccuper les dirigeants algériens pendant la crise du Hirak, c'est de savoir ce que pense la Russie. Et les visites des militaires à Moscou ou les visites des militaires russes à Alger sont des signaux très forts signalant que on ne nous refera pas le coup de la Libye, c'est-à-dire que cette fois-ci, on défendra notre régime client qui, quand même, est devenu à un moment donné le deuxième acheteur d'armes à la Russie. Donc voilà, donc on fera très attention à ce régime et on s'efforcera de ne pas laisser déborder, disons, le débat sur l'Algérie ailleurs que dans des sphères qui peuvent être difficiles. La Chine, c'est intéressant parce que la Chine, en 2013, elle supplante la France, elle devient son premier partenaire commercial. Et une grande partie des critiques qu'on va faire sur la corruption au régime de Bouteflika, c'est en particulier dans le bâtiment. Or, la Chine a été un investissement majeur dans le bâtiment. C'est les infrastructures. Or, les infrastructures ont été un élément majeur de corruption. On a un économiste algérien, un collègue, qui a fait un travail donc, qui reste à nous démontrer les modalités, on va dire, de méthodologie, mais grosso modo, il nous dit qu'entre 2000 et 2019, c'est 160 milliards de fuites des capitaux à partir de deux procédés, surfacturation et sous-facturation. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans des évasions avec des mallettes, non, on est dans des contrats commerciaux qui sont soit surfacturés, soit sous-facturés. Le calcul, c'est 160 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est une somme colossale du point de vue, disons, de la corruption. Et bien sûr, les secteurs qui sont là sont des secteurs dits, disons, de travaux publics, essentiellement, qui étaient censés, sous Bouteflika, illustrer, disons, d'une certaine manière, le redécollage. Donc, je pense que si on continue, on a toute une série c'est plus gênant parce que les chiffres sont moins importants pour eux, même si c'est les plus visibles. C'est toutes ces petites PME, souvent européennes, qu'on accuse de tas d'activités parfois en Algérie compliquées. Mais en termes, disons, vraiment de corruption et de clientèle, ce sont les deux gros secteurs. C'était ceux liés essentiellement, disons, à la Russie, à la Chine, et bien sûr les contrats pétroliers, où là, on a beaucoup de mal, même si on pourrait, disons, on a eu des tentatives d'essayer de décortiquer, mais toujours difficile à ce niveau-là. Donc voilà, sur les effets, disons, de cette rente, c'est très clair. Mais là aussi, il faut le rappeler, ce débat, disons, de la corruption en Algérie, il date, mais depuis les années 70. Il a pris de l'ampleur dans les années 80, où là, on a vraiment très fortement chargé la barque de la critique. Ça a donné des tas de slogans dans les années 90. Et puis, forcément, quand le prix du baril du pétrole va avoisiner les $100 sous la période disons, de Bouteflika et les $148 en 2008, il y a plus de rentrée d'argent, donc il y a plus de corruption mécaniquement, et donc vous avez un effet, disons, plus à la loupe, disons, plus large, d'une certaine manière. Jean-Pierre, oui. Didier, oui, je voulais juste raconter une anecdote algérienne qui, je crois, illustre parfaitement le propos de Louise, de même que tout à l'heure, j'ai utilisé la métaphore de la table de poker pour renouveler un peu les images politiques. Donc, c'est une histoire algérienne, elle peut être très longue, je vais la faire très courte. Donc, c'est sur un contrat pour une autoroute. Donc, il y a la commission qui doit, qui écoute les différentes propositions. Première proposition, les Chinois, on veut la construire en tant de temps, 3 milliards de dollars, etc. Deuxième proposition, les Américains, 6 milliards de dollars, mais on vous fait 4 voies, des parkings, Wi-Fi, etc. Troisième proposition, un Algérien, 9 milliards de dollars. Le président de la commission dit, mais pourquoi 9 milliards de dollars? C'est très simple. 3 milliards pour les Chinois, 3 milliards pour vous, 3 milliards pour nous. Bon. Je la connaissais pour le Liban, moi, parce que c'est une vieille histoire. Je la connaissais sous sa version libanaise. On peut la décliner pour de nombreux pays éventuellement. Bon, il y a une question, les amis, à laquelle vous n'échapperez pas, c'est sur le rôle de la France. Et j'en ai même deux questions. Quelqu'un dit... le rôle de la France a un impact considérable sur la situation algérienne. Personne n'ignore que les nantis des gouvernements algériens, je cite, sont des résidents en France avec des biens mal acquis. Cette connivence franco-algérienne constitue-t-elle l'obstacle principal à une sortie de crise? Qui veut la parole? Moi, je peux dire qu'on se trompe en fait sur l'importance de la France en Algérie. Voilà. Je pense que c'était vrai jusque dans les années 90. Je pense que c'est vraiment important de rappeler aujourd'hui qu'on a une trilogie qui s'appelle la Chine, la Russie et la Turquie,
et que plus le temps passe, plus le poids de la France sera un poids plus diplomatique et politique, beaucoup plus, disons, que ce qu'il a pu être dans les années 70-80 ou 90, ère de transition. Donc je crois que une partie des Algériens, en effet, traditionnellement, les anciens, on va dire, se sentaient plus à l'aise avec la France, mais on a quand même beaucoup de travaux qui nous montrent que le Canada, c'est une destination très importante pour disons, les Algériens qui sont en mal disons, qui ont des problèmes juridiques dans leur pays. On a aujourd'hui, si on regarde, disons, la destination d'un certain nombre d'exilés célèbres, hein, Bouteflika après le décès de Boumedienne, ça finit plutôt du côté des Émirats, du côté des pays du Golfe. Quand on voit un certain nombre disons, de sociétés algéro quelque chose se créer, on voit bien que du côté du Royaume-Uni, c'est pas non plus négligeable. Moi, je pense qu'on a une vision qui est sans doute notre vision toujours la même, franco-française. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est plus important et qu'on croit qu'on est plus que ce qu'on est en réalité. Je pense que dans les faits, on a une position qui correspond vraiment à je dirais, à nos moyens. C'est-à-dire que finalement, on a un grand pays qu'est l'Algérie, qui se passe de nous d'une certaine manière, qui nous critique dans le Sahel, qui n'hésite pas publiquement à dire que historiquement il y a des tas de choses qu'il n'accepte pas, qui doit se dire je ne comprends pas comment au Rwanda on peut aller dire qu'il y a une responsabilité, mais que sur l'Algérie il faut qu'on discute d'autres choses. Donc je crois que globalement, il me semble que l'Algérie post-2000, c'est vraiment une Algérie qui va ressembler davantage à ces pays pris dans cette trilogie autoritaire autour de la Chine, de la Russie et de la Turquie, et dont nous, Français et Européens, on aura beaucoup de mal, je pense, je dirais, à l'extraire de cette attractivité-là pour la remettre dans les rails que nous souhaitons, à savoir démocratique, état de droit, etc. Voilà. Sophie, tu voulais la parole. Je voudrais juste, en un mot, dire que les autorités algériennes, ce qu'on appelait tout à l'heure les décideurs, disons, l'appareil dirigeant algérien, en fait, contribue à survaloriser le rôle de la France en Algérie. Parce que chaque fois que cet appareil dirigeant est en déficit de légitimité, ce qui arrive de plus en plus souvent, eh bien, il réactive le contentieux colonial. Il réactive le contentieux colonial, il réactive les demandes de réparation, les demandes d'excuses, les demandes de pardon, en disant voilà, tout ce qui ne va pas en Algérie aujourd'hui est dû à l'héritage de la colonisation. C'est une des manières, de moins en moins efficaces d'ailleurs, il faut bien le dire, de restauration de la légitimité de la lutte de libération, mais cela contribue à donner à la France, dans la rhétorique des dirigeants algériens, un rôle central qui ne correspond pas au rôle réel de la France dans la donne politico-économique, géopolitico-économique algérienne d'aujourd'hui, me semble-t-il. D'accord. Jean-Pierre ou Akram, sur ce sujet, la relation à la France, vous voulez préciser? Pas? Je pense que la question tout de même des biens mal acquis, des réseaux d'affaires mutuels, des circulations de flux de capitaux, je dirais, non déclarés est tout de même importante. Et dans le personnel politique algérien, il y a tout de même une obsession qui consiste à se garantir en permanence, je dirais, l'indulgence ou la bienveillance des autorités françaises. Au-delà des déclarations qui sont toujours des déclarations convenues, des pas de deux, on sait très bien qu'il y a, Sophie vient d'en parler, une comédie des deux côtés de la Méditerranée qui consiste à faire monter ou faire baisser la pression selon les échéances électorales dans un pays ou selon l'état de la société dans l'autre. Mais en réalité, même si effectivement, comme l'a dit Luis, le poids économique de la France tend à diminuer, et je rajouterai un nouvel acteur aux trois qu'il a cités, les pays du Golfe et notamment les Émirats arabes unis qui ont une influence importante aujourd'hui, on voit bien dans la région, et on a vu quelles étaient les relations entre l'ancien chef d'état-major et Abu Dhabi. Mais tout de même, ce qui peut être dit, écrit, publié ou exprimé en France demeure aujourd'hui encore quelque chose d'assez important à suivre côté dirigeant algérien. Et j'en veux pour preuve récemment un documentaire qui a été produit par le service de communication de l'armée, où certains universitaires algériens s'exprimant en Europe et en France notamment
ont été mis en cause pour un supposé complot, en tous les cas des critiques jugées malvenues par le gouvernement algérien. Donc, certes, la France voit sa position diminuer, mais ce n'est pas du tout encore un élément neutre de l'équation. Jean-Pierre, éventuellement ou pas? Non, là, je passe mon tour. Très bien. J'ai une question, on n'en a pas du tout parlé, je ne sais pas si elle est importante pour le cas de l'Algérie, mais une personne demande si l'avenir économique de l'Algérie ne va-t-il pas être entaché par une baisse prévisible des revenus du pétrole à cause du facteur climatique. Donc ça, c'est un autre enjeu, mais il est aussi important, bien sûr. Donc, rapport entre le cours des revenus du pétrole tendanciellement à la baisse à cause du facteur climatique, comment ça se décline en Algérie ou pas? D'abord, on dit toujours le pétrole, mais en réalité, l'Algérie est un pays gazier. C'est-à-dire que quand on discute avec les gens de la Sonatra, qui est la compagnie pétrolière, enfin d'hydrocarbures, c'est une compagnie gazière aujourd'hui. L'essentiel des découvertes et des recherches sont plus liées au gaz naturel qu'aux hydrocarbures, d'où la volonté des autorités de développer l'exploitation du pétrole de schiste. Et on sait que c'est un projet qui a rencontré beaucoup de résistance au sein des populations du sud algérien. C'est d'ailleurs leurs protestations ont d'ailleurs d'une certaine manière été annonciatrices de ce qui s'est passé avec le Hirak. Quand je disais tout à l'heure que les grandes questions n'ont pas été réglées, c'est-à-dire que l'incontournable, la sempiternelle question de l'après-pétrole demeure et de la diversification de l'économie algérienne demeure posée. C'est-à-dire que les hydrocarbures continuent de constituer 95% des recettes extérieures de l'Algérie, comme c'était le cas lorsque Bouteflika a été élu. En clair, pour résumer, en 4 ans de mandat, c'est-à-dire en 20 ans pratiquement, on n'a pas trouvé la solution de la diversification de l'économie algérienne qui continue essentiellement à dépendre de l'évolution du prix du baril. Jean-Pierre, peut-être une question pour toi. Thierry Apothécaire dit, est-ce que l'on peut imaginer que la direction, alors il met des guillemets au mot direction politique actuelle, considère à un moment qu'un minimum de réformes suffisent à améliorer les performances économiques et donc la capacité de contrôle de la direction politique? Alors effectivement, hein, c'est un des scénarios qui a été envisagé au sein du Hirak, hein, vu qu'on l'a rappelé, hein, c'est un mouvement acéphale, donc on ne peut pas dire les dirigeants, mais des tendances ont joué en tout cas avec ce scénario, l'idée que ce serait au fond une forme de faillite économique ou au moins d'impasse qui contraindrait pour ouvrir le jeu le régime à négocier de manière substantielle. Et là, quand même, hein, bon, je ne cache pas ni mes sympathies ni mes engagements, il faut quand même comprendre dans quelle situation d'extrême contrainte se trouve la contestation. C'est-à-dire que si demain, effectivement, elle commençait à jouer le jeu, alors que du côté du régime, on veut uniquement la coopter ou la décrédibiliser, eh bien, ça irait assez vite. Et là aussi, hein, on peut évoquer beaucoup d'épisodes par le passé. On ruinerait la légitimité de cette opposition. Et d'ailleurs, le régime, depuis le début du Hirak, à chaque fois qu'il y a eu une tendance, disons, de la contestation qui acceptait de jouer le jeu, ben, je ne vais pas citer des noms ni des partis, mais c'est arrivé plusieurs fois, au lieu de les crédibiliser, elle les a humiliés, hein, que ce soit lors de la présidentielle ou des échéances qui ont suivi. Donc, on veut bien voilà, une opposition de Sa Majesté, ni plus ni moins. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il y aurait un scénario économique qui ferait que on serait obligé d'ouvrir un dialogue qui serait enfin substantiel. Et à ce moment-là, disent ces tendances du Hirak, on irait vers une structuration de manière naturelle parce que ce serait une structuration qui ne serait pas confrontée à une impasse, mais qui aurait une dynamique. Et que les deux dynamiques, celle d'une ouverture du dialogue par le pouvoir et celle de la structuration par le Hirak, arriveraient enfin à converger
Vous me direz, ça fait beaucoup de si, mais c'était ma façon de répondre à cette question. Eh bien, c'était très clair et net. Alors, peut-être une dernière question, c'est sur les élections de la semaine prochaine. On sait que de nombreux partis, de nombreuses organisations ont appelé au boycott, purement et simplement. Louis évoquait le Front des forces socialistes tout à l'heure. Je crois qu'il appelle au boycott de ces élections. Est-ce que vous pourriez, je sais que c'est un peu une gageure, mais faire un peu un tableau des forces en présence dans la compétition électorale planifiée pour la semaine prochaine? Je ne vous demande aucunement des pronostics, peu importe, ce n'est pas notre propos, mais qu'on ait peut-être un panorama un peu plus précis des forces politiques qui s'affrontent, qui ont accepté de jouer un jeu pour le moins tronqué, puis au contraire, celles et ceux qui refusent de se prêter à cette parodie de démocratie, en tout cas, le caractérise-t-il ainsi? Alors, je ne sais pas qui veut tout cela, évidemment, avec 4 minutes qui nous restent pour le débat. Donc, c'est un peu un pari, un défi. En 1 minute, pardon. Jean-Pierre, vas-y, je te passe la parole après. Moi, ce sera très court. Le seul enjeu, c'est la participation. Oui. Et donc, est-ce que le régime arrivera avec une participation qui sera moins accablante que celle du référendum constitutionnel à crédibiliser un théâtre d'ombre parlementaire alors que le Hirak l'a quand même complètement dévitalisé? Alors peut-être, moi je ne suis pas sur la même longueur d'analyse. Je pense que la légitimité, le régime, je pense, depuis 62, n'y prête pas attention. Le taux de participation en Algérie a toujours été très très faible, sauf quand on l'a truqué. Et les 2 fois où il a été, entre guillemets, élevé, ça a été en 89 et 1991, quand il a été libre. Mais le taux de participation sous Abdelaziz Bouteflika, y compris de sources FFS-RCD, ne dépassait pas les 30%. Réellement, les chiffres ne correspondaient absolument pas à la réalité. Donc moi, il me semble que ce qui est en jeu, encore une fois, en Algérie, ce n'est pas du tout la légitimité ou la crédibilité, c'est la fonctionnalité, c'est-à-dire remplir les institutions d'acteurs afin de démontrer que la machine continue à tourner, même si celle-ci est ridicule, risible, illégitime. Ce ne sont pas des critères. Moi, je pense que nous accordons énormément d'importance à la légitimité, à la crédibilité, à la reconnaissance internationale. Je pense que quand on regarde le Parlement algérien sous Abdelaziz Bouteflika pendant 20 ans, c'est tout sauf un Parlement, c'est le sommet du ridicule, tout est par décret présidentiel, il n'y a pas d'activité, on triple le salaire des députés par 3, et pourtant, ça ne fait aucune critique à ce moment-là du fonctionnement interne. Je pense que ce qui est en jeu, encore une fois, c'est remplir les institutions d'acteurs, démontrer qu'il y a toujours des individus qui sont prêts à travailler avec cet État, cette armée, cette administration. On va répéter l'opération avec notamment les élections municipales anticipées. Vraisemblablement, on va passer de 1500 communes à peut-être à 15 000 pour offrir des postes quasiment à tous ceux qui voudront rejoindre cette nouvelle coalition islamo-nationaliste. Et je crois que là, on est plus dans le fonctionnement, je crois, vraiment de cet appareil d'État qui est non pas, encore une fois, d'être sensible à la légitimité, sans quoi ça fait bien longtemps qu'on aurait eu des élections en Algérie libres dans ce pays, mais on n'en a eu que 2 dans l'histoire post-indépendante. Jusqu'à présent, on s'est accommodé de toutes les formes critiques et risibles que les élections algériennes ont montrées ces dernières décennies. Alors, je reconnais que dans le climat du Hirak, il y a une focalisation plus forte, parce qu'il y a une médiatisation plus forte, mais là aussi, comme tout, les autorités algériennes savent que ça passe. Et finalement, ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus la gestion du temps que la gestion d'un Parlement contestataire. Je pense que ce n'est pas le même défi. Avec un mot. C'est la bonne occasion, hein. Il y a près de 20 000 candidats. Il y a de l'argent. Donc on se présente aux élections, il y a de l'argent qui est proposé. Donc il y a beaucoup les Algériens découvrent à musée des partis dont ils n'avaient jamais entendu parler, ou des listes indépendantes parfois avec des affiches assez folkloriques ou amusantes. Donc tout ça attise aussi le ressentiment des gens du Hirak. Donc effectivement, c'est une assemblée qui est là pour exister, point à la ligne, mais dont il faut quand même garder à l'œil qu'elle aura quand même à voter des lois importantes, et ça peut avoir des conséquences à terme très rapide pour le fonctionnement de l'Algérie.
Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Alors, je tiens véritablement à vous remercier tous les quatre pour la richesse de vos réflexions, par les angles d'attaque différents par lesquels vous nous avez fourni des clés de lecture, des grilles d'explication pour comprendre mieux l'Algérie. C'était le but de cette table ronde. Je crois que je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui étaient connectés avec nous. J'espère que l'ensemble de ces explications leur permettront de mieux comprendre, de mieux décrypter les évolutions de l'Algérie et puis des échéances les plus immédiates la semaine prochaine. Donc, un grand merci à tous et un grand merci aussi pour votre discipline. Vous n'avez pas abusé de votre temps de parole, donc on a pu avoir un débat très équilibré et j'estime très, très riche. Grand merci à vous. Bonne fin de week-end. Et puis alors, une précision technique, je demande à toutes celles et tous ceux qui sont connectés, qui veulent écouter et participer au débat suivant qui sera consacré aux pandémies, une menace éternelle, point d'interrogation, de se déconnecter et puis de se reconnecter à 15h45. Pour des raisons techniques qui m'échappent, c'est la procédure que vous devez appliquer. Sophie, Akram, Jean-Pierre, Louis, à très bientôt, j'espère, en présentiel et un grand, grand merci à vous.